tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 16 aujourd'hui, lundi, comme tous les lundis, c'est Podium, on se retrouve avec mon ami Jérôme pour discuter de l'actualité du digital. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Julien, ça va et toi? Ça va très très bien, beaucoup de choses à dire, je pense qu'on va devoir faire des doubles podiums bientôt tellement on a de l'actualité à vous parler aujourd'hui. De quoi on va parler exactement? Alors, on va parler de notre ami Elon Musk, qui refait de nouveau un petit peu la pluie et le beau temps au niveau de Twitter. Donc, il vient de tout mettre en pause. Et donc, tu nous expliqueras pourquoi, Julien, c'est en pause pour le moment. On parlera après des usages, de l'évolution des usages des Français au niveau du groupe Meta, donc des différentes applications qui composent le groupe Meta. Et le dernier sujet qu'on abordera aujourd'hui, c'est l'évolution, ou une des nombreuses évolutions, dans Instagram avec le fil d'actualité qui sera amené à évoluer dans les jours prochains. Parfait. Eh bien, juste avant qu'on commence, alors, je rebondis sur une de nos actus de la semaine passée. On parlait des ghostwriters sur LinkedIn, qui a beaucoup fait réagir sur LinkedIn, justement. On invite justement tous les ghostwriters qui auraient écouté notre podcast à venir nous donner leur version ici pour qu'on puisse justement échanger sur ce sujet. Ce serait vraiment cool. Alors, Jérôme, on commence sur le premier article. Donc, troisième place du podium aujourd'hui. Article qui parle d'Elon Musk, encore une fois, disant que le deal de rachat de Twitter serait mis on hold pour le moment. Parce qu'il serait en train de vérifier avec enfin pas lui spécifiquement, mais son équipe serait en train de vérifier le volume de faux comptes qu'il y aurait sur Twitter, qui serait pas apparemment pas celui qui avait été énoncé à la base. Ça nous permet de vous donner une autre communication ici. On vous en avait déjà parlé dans les podcasts précédents. On va faire notre premier podium live. Ça se passera le 10 juin à midi. Donc, on va vous envoyer toutes les informations sur LinkedIn et les autres plateformes. Donc, on se retrouve le 10 juin à midi pour faire un live ensemble. Et justement, le thème de ce premier podcast live avec vous sera de parler de justement de l'ad fraud, de la click fraud, des bots et autres, et comment faire justement pour en 2022 vous en protéger, que ce soit sur vos campagnes Facebook, sur vos campagnes Google, sur votre site, sur vos analytics, comment faire pour vous protéger de ces bots et de ces fake clics et finalement de perdre votre argent. Donc il y a quelques petites choses assez simples à mettre en place, on vous les montrera, on vous partagera nos écrans pour vous montrer comment vous devez faire, comment vous devez aller regarder dans l'analytics, donc ce sera vraiment super pratique comme session, et puis on fera un gros Q&A à la fin, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, on sera là pendant 1 heure pour vous pour répondre à tout ça. Je continue sur l'article Jérôme. Donc ici, deal on hold pour le moment. On a vu le cours de Twitter s'effondrer suite à cette annonce. Donc comme tu le disais, Elon Musk qui fait la pluie et le beau temps. Si c'est bien ou c'est pas bien, ben, une action peut prendre 50% ou en perdre 50 avec lui. Donc pourquoi il fait ça maintenant? Un peu bizarre, hein, il fait des grosses annonces comme quoi il achète une partie, puis il va tout racheter, et puis c'est après qu'il se demande s'il y a des faux comptes, alors que les faux comptes, c'est quelque chose qu'on connaît sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux en ont fait les frais de ces faux comptes, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est assez bizarre que ça arrive maintenant, de se demander, bah tiens, oui, il y a des faux comptes sur Twitter, alors qu'il utilise Twitter depuis 10 ans, il sait très bien. Donc un peu spécial comme actualité ici, je sais pas trop ce que toi t'en penses. Déjà, toi, le phénomène des faux comptes, effectivement, toi, c'est quelque chose qui est connu, surtout au niveau de Twitter. On a souvent eu dans le passé, toi, des campagnes, je peux dire de harcèlement, mais des campagnes qui étaient orientées pour faire surgir certaines tendances, pour décrédibiliser certaines personnes, avec des comptes où on se rendait effectivement compte, justement, que ils avaient été créés il y a quelques années, c'était des coquilles vides. Donc c'est vraiment un phénomène qui est connu ici dedans. On avait aussi des phénomènes d'astroturfing, toutes des choses un peu plus complexes au niveau de la plateforme. Mais donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de discussions pour le moment. On n'est pas dedans, on peut pas vous dire, on n'en sait absolument rien. Mais effectivement, les annonces successives d'Elon Musk étaient sur un rachat partiel, un rachat global, sur la réintégration de Donald Trump sur la plateforme. Donc il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de positionnement. Et donc après, c'est effectivement, est-ce que c'est une volonté de diminuer un prix d'achat, de dévaloriser une plateforme? C'est un peu, voilà, c'est un peu particulier. J'avoue, je maîtrise pas tout par rapport à ça, surtout au niveau des négociations de rachat d'une plateforme. Mais s'attaquer à ce sujet-là est quand même un petit peu particulier, s'agissant particulièrement de Twitter. Tu m'aurais dit toute autre plateforme. Les autres plateformes sont moins souvent connu pour ça, même si on le verra, mais dans tout ce que tu disais au niveau du webinaire qu'on va vous proposer le 10 juin, au niveau de la fraude, on a fait pas mal de tests aussi sur la promotion des podcasts avec des ciblages automatiques, avec des ciblages sur des intérêts. Donc, toutes les choses dont on a pu vous parler précédemment, avec tout ce qui est fait en automatique par les plateformes pour vous, qui est censé vous donner des bons résultats. Donc, on voit, c'est un système qui est global, qui ne touche pas que Twitter, mais Twitter est vraiment la plateforme qui est la plus connue pour ce phénomène de bots, de fraude, de faux comptes. Donc, à suivre dans les semaines à venir. Surtout que ici, voilà, tout le monde s'est mis en tête que Elon Musk allait racheter Twitter.
C'était quelque chose qui était acté. Donc ici maintenant, comme tu disais, voilà, il met un grand coup de frein. Le cours de l'action va s'effondrer en quelques moments, non juste de fait d'une personne. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre à voir au moment où il va le racheter, pour quel montant, dans quelles conditions et qu'est-ce qui se passera exactement au niveau de la rémunération de certains comptes, au niveau de l'évolution de l'algorithme aussi par le futur. Ouais, comme tu le mentionnes, on fait des tests ici sur le podcast, comme on vous dit, hein, c'est aussi votre podcast. Donc, quand on parle de certains sujets, après on le teste dans le podcast pour vous donner les résultats. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a commencé au tout début du podcast, on le faisait de manière purement organique, c'est-à-dire on le publiait sur LinkedIn, Facebook, YouTube et les plateformes, mais on mettait pas de budget. Ce qu'on a commencé à faire ces dernières semaines, c'était notamment un test sur Facebook, parce qu'on se posait la question, tiens, est-ce que des gens écoutent des podcasts ou regardent des vidéos podcasts sur Facebook? Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on met 20 euros par semaine pour booster le podcast. Donc, on fait des campagnes d'engagement en vidéo view pour avoir plus de vidéo view sur ce podcast, justement. Et donc, ce qu'on avait fait en début de campagne, on avait testé une stratégie dont on vous avait parlé il y a un moment, c'est-à-dire cibler les personnes qui sont administrateurs de pages Facebook en se disant, bah, ces gens-là, s'ils ont une page Facebook, il y a plus de chances que ce soit des entrepreneurs, donc il y a plus de chances qu'ils soient intéressés par notre contenu. C'est ce qu'on avait fait. Et donc, en mettant 20 euros de promotion sur le podcast, on arrivait à peu près à 200, 250 écoutes complètes du podcast, à savoir qu'il fait entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est quand même des résultats qui étaient pas mal. Et donc, on s'est dit la semaine dernière, on va changer ça. Donc, au lieu de targeter uniquement cette audience de personnes qui sont administrateurs de pages Facebook ou de pages Instagram, on va simplement targeter une audience d'intérêt de gens qui sont intéressés par le digital marketing, ce qui pourrait paraître intéressant à faire. Donc, pareil, campagne d'engagement, on a juste changé l'audience. Donc, plus les Facebook Page Admins, mais simplement une audience d'intérêt, personnes intéressées par le digital marketing qui est assez large. Les 20 euros ont été dépensés, on a eu 0 vue à 100%. Par contre, on a eu énormément de vues de vidéos 3 secondes. On a eu énormément d'impressions, on a eu énormément de views, comme c'est compté par Facebook. Donc une view, c'est dès que la vidéo se charge. Par contre, il y a personne qui a écouté le podcast dans sa totalité. Et je pense qu'il y a eu 2 vues du podcast à 25%, donc des résultats vraiment nuls comparé à ce qu'on a fait avant. Donc vous voyez que d'un targeting à l'autre, on peut penser, on va targeter l'intérêt des gens qui sont intéressés par le marketing. Mais en fait, ces audiences d'intérêt sont, nous on le sait, hein, elles sont pas bonnes et en plus elles sont super larges. Eh bien, on se rend compte derrière que la qualité est vraiment mauvaise. Donc ici, on va repartir sur une autre stratégie. Donc vous voyez, une stratégie d'audience peut vraiment faire la différence ici. Est-ce que ce sont des faux comptes ou des bots vers lesquels Facebook a optimisé, et donc voilà, des faux comptes qui regardent 3 secondes de la vidéo, ou des bots qui cliquent juste sur démarrer et puis qui vont pas plus loin? On le saura jamais, mais en tout cas, voilà, faut se méfier quand on fait des campagnes. C'est le cas pour d'autres plateformes aussi. Mais ici, c'était vraiment marquant. On passait vraiment de résultats qui étaient vraiment honnêtes pour 20 euros à des résultats qui sont vraiment absolument nuls. Donc ces 20 euros-là, on aurait mieux fait de les garder que de les dépenser avec ce type de targeting. Donc voilà, comme ça, vous avez l'idée. Pendant le live, on vous présentera encore plein d'exemples, plein de cas pratiques qu'on a eu. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces cas pratiques et on vous donnera quelques astuces pour plus que ça se passe. On passe sur le deuxième article du jour, Jérôme. Oui. Aujourd'hui, on va parler donc dans ce deuxième article. Rappelle-moi le titre du deuxième article. Alors, c'était l'évolution des usages des Français au niveau du groupe Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. C'est une analyse qui a été faite par Médiamétrie, donc un institut d'analyse et différentes choses. Ce qui était assez intéressant, c'est la comparaison de 2018-2022. Donc maintenant, tout le monde sait que Meta regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. En 4 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé au-delà de l'union du groupe, au-delà des applications. Donc en 2018, quand on regarde un petit peu dans cette étude qui a été publiée par le blog du modérateur, 2018, on avait 78% des Français qui utilisaient Facebook. On n'avait que 7% Instagram, 5% WhatsApp et 7% Messenger. Le reste des 3%, c'était du Oculus, du Facebook Workplace, donc toutes les autres applications qui sont aussi dans le groupe. 2022, donc on est 4 ans plus tard, on a plus que 47% des gens qui sont sur Meta, 23% sur Instagram, 15% sur WhatsApp et 14% sur Messenger. Donc c'est assez intéressant de voir cette évolution et de comprendre aussi l'évolution qu'on peut avoir dans les groupes d'âge. Donc ici, c'est fait au niveau global. Ils ont fait la même étude au niveau des âges. Donc on a 2 grandes catégories qui sont répertoriées ici dedans. On a des 15-24 ans et on a les 50 ans et plus. Au niveau des plus jeunes, sans surprise, Instagram a pris le dessus. Instagram a des proportions qui dépassent même l'utilisation que les jeunes avaient en 2018. Donc en 2018, les jeunes 15-24 ans étaient pour 56% d'entre eux sur Facebook, 27% sur Instagram. 2022, Facebook n'est plus qu'à 16%, Instagram est passé à 64%. Donc on a vraiment un usage d'une plateforme Meta qui est beaucoup plus importante. Facebook est moins utilisé, mais Instagram est plus utilisé qu'au moment de sa splendeur, au moment de l'étude qui a été faite en 2018.
Chez les 50 ans et plus, on a aussi une certaine évolution. Donc, dans ce cas-ci, bah, sans surprise, Facebook est dominant. Vous l'entendez peut-être souvent, ou c'est peut-être la réflexion que vous avez aussi par rapport à votre agence média, par rapport à des partenaires. Facebook, c'est pour les vieux. C'est vrai, c'est pas faux, il n'y a pas que ça, donc c'est pas la vérité absolue. Par contre, effectivement, dans un certain cas, dans une certaine mesure, c'est correct. Donc en 2018, nos 50 ans et plus utilisaient Facebook à 82%. Les autres applications, honnêtement, étaient à 5% WhatsApp et 7% Messenger. 2022, Facebook reste largement majoritaire avec 65% d'utilisation. Instagram est passé de 2 à 7%. Donc, vos parents sur Instagram, bah, c'est plus juste un rêve, c'est quelque chose qui se concrétise. Par contre, les parents, les grands-parents qui sont sur WhatsApp, on est passé de 5 à 15%. Sur Messenger, de 7 à 12%. Donc, on voit Facebook reste effectivement important, dominant selon certaines catégories. Après, on voit aussi une évolution des usages. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, au niveau de l'étude. C'est vraiment de comprendre que Meta reste la plateforme qui est dominante au niveau mondial, au niveau de la plupart des pays, quand on combine tous les utilisateurs de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Par contre, ce qui est très important et intéressant aussi pour vous, pour vos plans médias, pour vos réflexions, c'est de comprendre l'évolution de ces usages, de quelle manière certains groupes utilisent en majorité une plateforme plutôt qu'une autre. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire que si les jeunes sont en majorité sur Instagram, ils n'ont pas pour autant délaissé Facebook. Ils sont moins présents sur Facebook, mais les cibler au travers d'une campagne qui est aussi bien sur Instagram que sur Facebook vous permettra quand même de les toucher. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez personne. Vous aurez quand même une part de jeunes qui sont en overlap sur les deux plateformes. Et donc, c'est pas mal pour vous d'avoir un message qui est affiché d'un côté et de l'autre. Et effectivement, pour les personnes plus âgées, 50 plus, de nouveau, ne partez pas avec ce biais en se disant qu'ils sont pas sur Instagram et que c'est que pour Facebook parce que Facebook est destiné aux plus âgés. C'est pas faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Et donc, c'est la nuance qu'il faut apporter à ce niveau-ci, avec cette étude, mais ici qui est vraiment fait au niveau de la France, qui est intéressante de vraiment comprendre un petit peu cette évolution des usages. Donc, je ne sais pas si toi, Julien, au niveau des clients que vous avez ou au niveau des réflexions que tu peux avoir dans des plans médias, c'est des choses qui sont intégrées, c'est des choses que tu vois aussi de ton niveau. Exactement la même réflexion que tu as fait. On entend souvent Facebook c'est pour les vieux, Insta c'est pour les jeunes, mais comme tu dis, c'est pas noir et blanc. Il y a de l'overlap entre les deux et il y a de l'audience sur les deux. Donc il faut pas se fermer à une seule plateforme. On en parlait la semaine passée avec Snapchat, si tu te souviens, en disant que voilà, Snapchat, le réseau des jeunes qui commence à séduire les vieux. Voilà, il y a un changement qui s'opère. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le confinement a poussé ça plus rapidement, parce que quand tu regardes, c'est depuis vraiment 2020 qu'on sent ces différences de tendance. Donc effectivement, voilà, plus de personnes plus âgées se digitalisent, comme tu le dis. Des jeunes retournent sur certaines plateformes, les audiences passent d'une plateforme à l'autre, donc il faut pas se fermer à une plateforme et dire voilà, je veux toucher des jeunes, je vais faire que Insta ou je vais faire que Snapchat. Non, il y a d'autres choses à faire et il faut simplement le tester. On l'a vu dans les campagnes en 2019 ou en 2020, quand on laissait parfois faire l'algorithme en se disant ben voilà, il va aller chercher les utilisateurs de cette tranche d'âge sur telle ou telle plateforme. Eh bien c'est vrai qu'on voyait le shift d'un public plus jeune qui était plus sur Instagram, d'un public plus âgé plus vers Facebook. Donc on l'avait déjà vu, c'est pas quelque chose de nouveau dans les campagnes. Mais c'est vrai que le fait d'avoir les chiffres ici noir sur blanc permet aussi de mettre un petit grain de sel et de se dire voilà, c'est pas noir ou blanc, il faut quand même s'adapter, il faut pas oublier de parfois être sur plusieurs plateformes et aller toucher cette audience pas uniquement sur un canal mais sur plusieurs canaux. Je crois que c'est des statistiques que tu mentionnais il y a un podcast ou deux qui disait que la moyenne en Belgique est que les utilisateurs sont sur 4 ou 5 réseaux sociaux différents. Tu avais mentionné cette statistique. Donc voilà, la réponse elle est là. Votre public cible n'est pas que sur une plateforme, mais vous pouvez aller la toucher à plusieurs endroits. Maintenant, on est bien d'accord que votre public cible, s'il est plutôt jeune, sera plus sur Insta que sur Facebook. Ça, si vous devez faire des choix, c'est certain. Donc c'est intéressant d'avoir ces différentes statistiques. Mais ici, voilà, c'est de nouveau des statistiques qui sont que au niveau méta. L'évolution par rapport à 100% de temps qui est passé sur méta, ça vaudrait la peine effectivement d'avoir cette statistique en rapport avec d'autres réseaux sociaux. Ben, ici, on pense très fortement à TikTok, on pense très très fortement à Snapchat. Donc voilà, c'est des choses à regarder. De nouveau ici, dites-vous juste que vous, comme votre audience, si on compare 2018-2022, vous avez pris 4 ans aussi. Donc là, vous étiez peut-être pionnière en utilisant WhatsApp. Maintenant, WhatsApp, honnêtement, c'est devenu un dénominateur commun en termes d'application de messagerie. Des groupes de famille, des groupes avec des amis, des groupes sur je ne sais pas quoi du boulot. On combine aussi un petit peu de tout, donc on va un petit peu mélanger les genres. Donc tout le monde peut être dessus. C'est plus juste une application qui, en 2018,
était peut-être pas aussi répandu. On avait encore des Viber, on a peut-être encore d'autres applications de messagerie. Ici maintenant, honnêtement, faire l'impasse de WhatsApp, vous pouvez aller sur Telegram, vous pouvez aller sur d'autres types d'applications de messagerie. Ça n'empêche que, comme pour Facebook, au niveau méta, ils ont une application qui est standard de base, qui est utilisée par des milliards de personnes à travers la planète. En l'occurrence ici, WhatsApp, pardon. Mais donc, dites-vous toujours juste de ces comparaisons, il faut les regarder aussi par rapport à vous-même. Il n'y a pas que l'audience qui a pris 4 ans, vous avez pris aussi 4 ans, et donc là vous étiez peut-être dans les 15-24 il y a quelques temps, vous avez sauté de catégorie, vous étiez dans la trentaine, vous êtes passé dans la tranche des 40. Donc voilà, c'est des choses aussi à garder en considération, mais l'évolution est intéressante, et de nouveau, ce que je disais au tout début, c'est une évolution au sein de Meta, c'est pas une évolution du temps passé sur ces applications versus TikTok, versus Snap, versus Pinterest. C'est ici vraiment spécifique à Meta, en tout cas pour cette étude médiamétrie. Ouais, tout à fait. Et pour revenir sur les stats de TikTok, comme tu disais, on avait eu les stats du dernier trimestre 2021 par rapport à la taille d'audience, puisque tout le monde, encore une fois, avait cette légende urbaine dans la tête en se disant sur TikTok, il y a que les 13-18 ans. Et en fait, on se rendait compte que je crois que c'était 45% de l'audience de TikTok au dernier trimestre 2021. Et bien, en fait, c'est des 25 plus. Donc voilà, encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Il faut toujours prendre ça avec nuance. La meilleure chose qu'on puisse vous conseiller, c'est avant de faire une campagne ou avant de décider de quel canal vous allez utiliser, renseignez-vous sur les benchmarks, renseignez-vous sur les audiences qui sont présentes dans cette plateforme. À la limite, envoyez un mail au support de ces différentes plateformes pour leur demander les derniers benchmarks et les derniers forecasts, et faites-vous votre opinion comme ça. Mais ne basez pas votre opinion sur ce que vous pensez, puisque les réseaux évoluent tellement vite, et vous, comme Jérôme, tu disais aussi, vous évoluez dans le temps. Renseignez-vous, ne pensez pas que vous sachiez tout, et voilà, prenez les forecasts et basez-vous là-dessus. C'est le mieux qu'on puisse faire, tellement ça évolue vite. Ok, on passe sur le premier article de ce podium, première place. Aujourd'hui, on va parler de nouveau d'Instagram. On reste sur le thème de méta, avec Instagram qui commence à aller un petit peu copier son ami TikTok. C'est pas juste un peu, hein, ici. Donc voilà, ça a été annoncé de nouveau par Adam Mosseri. On vous en a déjà assez parlé. Je pense que ça fait partie de mon trio de tête avec John Loomer et avec Bram van der Haal. Honnêtement, voilà, c'est 3 personnes. Si vous êtes tenu au courant de ce qui se passe au niveau digital, réseaux sociaux, donc là je prends ma casquette réseaux sociaux, Julien prend la casquette Google. Ici, dans mon shop, dans ma boutique, ces 3 personnes-là, avec ça, honnêtement, vous avez une mine d'informations sur pas mal de choses. Et donc ici, notre ami Adam a annoncé cette semaine que votre fil d'actualité allait pouvoir changer. En tout cas, allait pouvoir changer. Il allait être entré dans une phase de test pour avoir un fil d'actualité. Donc, quand vous connectez à l'application, ce que vous voyez directement, qui est, il ne le dit pas comme ça, mais qui est fortement inspiré de ce qui se passe sur TikTok. Ou TikTok, vous avez une expérience qui est full screen. Donc, vous avez un message sur l'écran, vous n'avez rien d'autre qui apparaisse. Et donc, ici, pour le moment, votre Instagram, quand vous êtes dedans, vous avez les stories, vous avez l'asset, que ce soit une photo, une vidéo, plusieurs images dans une galerie. Vous avez un petit peu de texte qui apparaît. Ici, mais moi je l'ai déjà eu. Tu me diras si toi tu l'as déjà eu, si tu utilises Instagram, ce qui est le cas. J'avais un doute, mais c'est le cas. Ici, mais j'ai déjà eu quelques fois sur plusieurs comptes que je gère, mon fil d'actualité qui a vraiment changé et j'ai vraiment une expérience verticale à 100%. Donc ici, on le voit au niveau d'Instagram. Il y a eu une évolution, il y a un repositionnement qui s'opère au fur et à mesure du temps, donc sur les 12 derniers mois. Le premier point, c'était de considérer l'application qui n'est plus une application de partage de photos, mais une application vidéo. Et donc là, on revient sur un format qui est essentiel au niveau de toutes les plateformes sociales. Et on avait déjà parlé aussi au niveau de la pression que ça peut mettre justement sur des marques, sur des entreprises, de dire avant, il fallait créer des visuels. Créer des visuels, je ne vais pas dire que c'était facile, mais en tout cas, ça consommait moins de temps, moins de ressources pour le faire. Ici, maintenant, on vous pousse de plus en plus à créer des vidéos, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues, qu'elles soient entre les deux, mais c'est vraiment focus sur la vidéo. Donc, ça induit d'autres types de budget, d'autres types de ressources et de timing pour les produire. Et on est vraiment passé maintenant dans un fil à la TikTok avec la possibilité de swiper. Je pense qu'ils avaient même parlé à un moment de pouvoir swiper non pas uniquement du bas vers le haut, mais aussi de la droite vers la gauche. Et donc, le but est de vous mettre dans une expérience qui est la plus immersive possible. Et donc, c'est un petit peu, voilà, le TikTok qui s'étend ici au niveau d'Instagram. Donc, c'est intéressant à voir. Cette évolution, elle existe fondamentalement au niveau d'Instagram, à voir sur les autres plateformes. Mais de nouveau, pour moi, au niveau du groupe Meta, Instagram reste toujours ce petit laboratoire qui est utilisé par Facebook pour tester différentes choses, différents formats. On pense aux stories, on pense aux reels, on pense maintenant à un nouveau fil d'actualité. Donc, il y a quand même
une certaine dynamique au niveau, pardon, j'allais dire TikTok, mais au niveau d'Instagram, justement, qui teste pas mal de trucs, mais on va toujours tendance à, enfin, en tout cas, j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours un grand regard qui est porté à ce qui se fait au niveau de TikTok pour voir comment l'inclure. Ils ont annoncé voilà, d'autres news au niveau du fil d'actualité qui allaient mettre beaucoup plus en avant le contenu des créateurs, donc des gens qui sont vraiment des créateurs de contenu plutôt que des gens qui relaient de l'information qu'ils trouvent à droite ou à gauche. Donc il y a quand même des grands coups de barre qui sont donnés à droite ou à gauche, vidéo, créateur, fil d'actualité qui change. Donc ça évolue. Est-ce que ça va avoir un impact sur vos créations? Je ne suis pas persuadé, mais en tout cas, retenez juste qu'en termes de consommation de la part de votre public, de vos publics sur les plateformes sociales, ici, ben, Instagram aura tendance à privilégier d'autant plus tout ce qui est full screen, tout ce qui est vertical. Donc c'est important et c'est intéressant de le noter. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses, Julien, ce côté, cette course entre Instagram et TikTok. Est-ce qu'il y en a un qui a pris l'avantage ou pas? Je ne sais pas ce que tu penses de ces différentes évolutions récentes d'Instagram. Bah écoute, au niveau de l'organique, moi j'avais pas encore vu dans mon feed Instagram ces publications organiques en version full screen. Je l'avais pas encore vu. Par contre, on l'avait déjà pressenti, tout simplement parce qu'au niveau des publicités qu'on pouvait faire dans le feed, on pouvait déjà mettre ces formats qui n'étaient plus carrés, mais ils appelaient mobile vertical, qui étaient juste rectangulaires, un peu plus grands que les carrés. On pouvait déjà les faire travailler dans le feed. Donc c'est déjà une première approche vers allonger un peu ses contenus dans le feed. Et puis c'est très simple. Instagram a commencé 100% sur le feed. Puis ils ont mis les stories. Les stories ont super bien marché. Ils ont lancé les reels qui ont super bien marché. Ces formats en vertical marchent mieux. Et évidemment, voilà, tu profites de toute la longueur et la largeur de ton écran pour une expérience plein écran. C'est d'autant mieux. Donc ça m'étonne pas qu'ils aillent vers ça. Effectivement, TikTok est arrivé en ne jouant que sur ce format full screen. Donc est-ce que c'est Instagram qui copie TikTok? Je sais pas, ils font un peu tous la même chose. Après, je me demande aussi peut-être que dans un groupe comme Meta, c'est peut-être un peu moins facile et un peu moins dynamique pour pouvoir lancer des nouvelles fonctionnalités que TikTok, qui était un peu un game changer dans cet écosystème et est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression, et dynamique dans les lancements et dans les tests qu'ils font. Voilà, peut-être que Instagram pensait déjà à faire ce feed de manière full screen avant et ça met juste voilà du temps pour l'implémenter. J'en sais rien, mais effectivement, je pense que entre TikTok et Instagram, on va encore en parler beaucoup dans les prochains mois. On va avoir des nouvelles fonctionnalités de l'un côté qui vont être prises de l'autre et vice versa. Je pense qu'ici, effectivement, on a beaucoup l'impression que TikTok lance des choses intéressantes et puis Facebook va faire la même chose, comme ça a été beaucoup le cas les dernières années avec d'autres plateformes. On en a parlé, mais je pense qu'ici, ça va aller dans les deux sens, parce que finalement, quand tu vas regarder un reel ou quand tu vas regarder un TikTok ou quand tu vas regarder même un short sur YouTube, ça revient à peu près à la même chose au final. Je veux dire, l'expérience plein écran et la manière de swiper pour passer les vidéos, ça revient un petit peu à la même chose. Donc, comment est-ce qu'ils vont parvenir à se démarquer dans le futur quand ils feront à peu près tous la même chose? Voilà. Est-ce que ce sera d'autres innovations de format? Est-ce que ce sera d'autres innovations de choses peut-être plus immersives? On verra, mais c'est sûr, ça fait comme ça depuis 10 ans, hein, Jérôme, c'est la course aux innovations dans les réseaux sociaux. Et chaque fois, il y en a un qui sort un truc novateur, et puis voilà, les autres suivent, et c'est comme ça, c'est de bonne guerre. Ça fait évoluer le bazar. Ok, super. Ben écoute, Jérôme, merci pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 17 déjà. Et je le répète encore, on se retrouvera donc le 10 juin à midi en live. Donc je serai avec Jérôme, on sera dans les bureaux à Bruxelles. On fera un épisode live. On vous en parle la semaine prochaine sur les différents réseaux. On vous permet de vous inscrire. Donc ce live sera retransmis. Il sera sur LinkedIn. On essaiera de le mettre sur YouTube et sur Facebook par la même occasion. Comme ça, chacun peut le regarder sur la plateforme dans laquelle il le veut. Et on compte vraiment sur vous pour vous inscrire et justement avoir l'occasion de devenir acteur de ce podcast, de ce podium et de venir nous poser vos questions directement. Et on espère toujours justement vous donner un maximum de valeur durant ces épisodes. Je te remercie, Jérôme. Je te dis à la semaine prochaine. Et alors, on se voit le 10 juin en live pour faire cette première session. Ciao, salut Julien. À bientôt. Salut.